C'est bon, ça tourne? Très bien. Bonjour, bonjour. Donc nous allons faire un petit peu de mathématiques. Je ne vais pas parler trop fort parce que là je pense qu'on m'entend bien avec le micro, c'est parfait. Je ne suis pas habitué, d'habitude j'ai pas de micro dans cet amphi, vous voyez, quand je fais des cours là. Donc j'essaye de parler très fort pour que tout le monde m'entende, là je vais essayer de ne pas trop le faire. Ok, bah écoutez, je suis super content que vous soyez là, j'espère qu'on va bien rigoler. Je vous ai préparé un petit spectacle mathématique là. Voilà. Donc, on va commencer par par la première partie, on va parler de quelques petits nombres. Et donc, première partie, vous allez me répondre à cette question, à votre avis, comme ça à la louche, il y a combien de secondes dans un siècle? Qui veut tenter? Vas-y, jeune homme. 70 milliards de millions, on dit plutôt 70 millions de milliards normalement, mais ça marche aussi. Ouais, c'est moins. 3 milliards, tu l'as déjà vu l'exposé ou quoi? C'est la bonne réponse. Alors là, voilà, il spoil tout, là, c'est pas possible ça. Donc effectivement, si on fait le calcul, vous savez que dans une journée, il y a 86 400 secondes, ça je pense que tout le monde le sait. C'est la base. Bon. Vous savez que dans 100 ans, il y a 36 524 jours, parce qu'on tient compte des 24 années bissextiles, et non pas 25, parce que je vous rappelle que les chiffres qui terminent par 00 ne sont pas bissextiles. Bon, bref. Et donc ça fait à peu près 3 155 673 600 secondes. Donc à peu près 3 milliards. Félicitations, très fort. Donc c'est pour avoir un premier ordre de grandeur. Donc voilà, on va vivre un peu moins, on va vivre entre 2 milliards et 3 milliards de secondes, suivant si on a un garçon ou une fille, si on boit de l'alcool ou pas, etc. Voilà, bon bref. Donc maintenant, un petit peu plus grand, combien y a-t-il d'étoiles dans l'univers? Voilà, voilà. Combien? Ah bah non. Non, non, l'univers est pas... Alors, l'univers est infini en distance, mais pas en masse. Donc, oui 10 000 milliards, ouais. 2 milliards? Tu crois vraiment qu'on pourrait compter les étoiles? Parce qu'on va vivre plus que 2 milliards de secondes. Hein. 10 000 milliards, tu m'as dit combien toi? C'est ça? 15 milliards. 1 billion, vous savez ce que c'est qu'un million? C'est 1000 milliards, hein? Tout le monde sait. 10 000 milliards de? Oui? 10 milliards de milliards? Je crois que c'est toi le plus proche. Hein. Bon, alors regardez, on est à peu près 250 milliards de galaxies. À peu près. Et dans une galaxie standard, comme la Voie lactée, à peu près moyenne, il y a environ 300 milliards d'étoiles. Donc, si on multiplie tout ça, alors là, ça devient un peu dur à dire, 100 000 milliards de milliards. Tu vois, je crois que c'était pas loin. Oui, ça devient dur à dire. Donc, à partir de là, maintenant, les nombres, on va compter en nombre de zéros après le 1. Parce que sinon, on va dire des milliards, de milliards, de milliards, de milliards, de milliards, ça va être pénible. Donc, pour les nombres qui dépassent 100 000 milliards de milliards, vous voyez, généralement, les matheux commencent à dire 10 puissance 23. Donc là, pour les collégiens, je pense qu'ils connaissent aussi. Hein, ça veut dire... Attends, je vais baisser le tableau. Hop, c'est l'autre. Ah bah non, ça coupe, tiens, je sais pas pourquoi. Mais enfin bref, on dit 10 puissance 23, ça veut dire un 1 avec 23 zéros. Ok? On commence à compter en puissance de 10. Oui? Non, c'est une approximation à la louche. Bon, alors on va faire un petit peu plus grand. Donc là, vous allez me donner un nombre, disons entre 1 et 100, hein, pour savoir c'est un 1 suivi de combien de zéros le nombre d'atomes dans le Soleil. 75 à droite, 89, 90, c'est moins. Plus. Plus. 72 moins. 60 moins. 55 plus. 57, t'as gagné. Bravo. Donc, voilà, donc la masse du Soleil, c'est à peu près 2 fois 10 puissance 33 grammes. Le nombre de protons dans un gramme, c'est à peu près ça. Donc, voilà, comme la masse des électrons est négligeable, ça fait à peu près 10 puissance 57 atomes dans le Soleil. Ok, donc, l'essentiel des atomes, il faut le savoir, c'est dans les étoiles. Parce que par exemple, dans le système solaire, qu'on connaît assez bien maintenant, la masse du Soleil, c'est 99,86%. Donc toutes les planètes, les astéroïdes, etc., hein, Saturne et ses anneaux, Jupiter et compagnie, ça ne fait que 0,14% de la masse. Donc on peut considérer qu'on va compter que les étoiles, ça suffira, pour avoir une idée du nombre d'atomes dans l'univers. D'accord? Et donc, si on veut calculer donc, le nombre d'atomes de l'univers, on fait le nombre de
10 puissance 23, c'était le nombre d'étoiles, multiplié par 10 puissance 57, le nombre d'atomes dans une étoile, en moyenne, hein, tout ça, eh bien on trouve que donc il y a à peu près 10 puissance 80 atomes dans l'univers. Alors c'est peut-être 80, ce qui fait 10 fois plus, mais c'est pas 10 puissance 100, vous voyez. On sait pas très précis, mais quand même, on sait que c'est voilà, le nombre d'atomes de l'univers, c'est à peu près ça. Ok, un 1 suivi de 80 zéros. Donc il y a un nombre qui a un nom, c'est celui justement le 1 avec 100 zéros derrière, il a un nom, il s'appelle le Google. Il a été inventé, il a été baptisé comme ça en 1938, et donc les inventeurs du moteur de recherche sont inspirés de ça pour trouver le nom en disant, voilà, en gros, c'est le nombre de connexions possibles entre les milliards de pages web, etc. Le nombre de liens potentiels qu'il pourrait y avoir dans le World Wide Web, il y en aurait un Google, donc on s'appelle Google. Ok. Donc, à l'arrache, comme ça, 10 puissance 100, on pourrait croire que c'est pas tellement différent de 10 puissance 80, parce qu'il n'y a que 20 de plus. 10 puissance 80, 10 puissance 20. Bah, quand même, mine de rien, 10 puissance 20, c'est quand même 100 milliards de milliards. Donc, c'est le nombre d'atomes qu'il y a dans 100 milliards de milliards d'univers. C'est quand même 100 milliards de milliards fois plus, quand même. Vous voyez, c'est quand même plus grand. Mais là, pour le moment, on est dans les petits nombres. D'accord? Tout ça, là, on est tous dans le domaine des nombres qu'on a pu dire quand on était petit. Ouais, moi, quand je serais riche, j'aurais 1 milliard de milliards d'euros. Ouais, moi, j'aurais un 1 avec 100 zéros d'euros, ou j'aurais un 1 avec 1 milliard de zéros derrière d'euros. C'est possible encore. Mais là, on va passer à l'étape d'après, où là, je pense que plus personne n'a évoqué des nombres comme ça. C'est ce qu'on appelle le Googleplex. Le Googleplex, c'est 10 puissance 10 puissance 100. Alors, qu'on comprenne bien, quand je dis 10 puissance 10 puissance 100, c'est pas 10 puissance 10, le tout à la puissance 100. Parce que ça ferait 10 puissance 1000. Un 1 avec 1000 zéros. C'est bien, mais c'est pas très grand. Non, c'est un 1 avec un Googleplex de 0 derrière. C'est 10 puissance tout ça. Vous voyez, ça commence à devenir sérieux comme nombre. Donc là, je pense que plus personne n'a évoqué ce nombre-là, même dans ses délires les plus fous quand il était jeune. Vous voyez, il a fallu qu'elle se dise, ouais, en euros, moi j'aurais un nombre dont le nombre de zéros, c'est un 1. Ouais, ça commence à devenir compliqué. Donc voilà, c'est ce que je s'appelle un grand nombre, c'est-à-dire un nombre qu'on ne peut plus exprimer avec des mots normaux. Vous voyez, et c'est le plus petit des grands nombres qu'on va voir là. Hein. D'accord? Mais ça commence à être un nombre sérieux. Alors je vais tenter de vous expliquer à quel point c'est un nombre sérieux, mais le premier argument, c'est que même si j'écris un 0 sur chaque atome de l'univers, il n'y a pas la place pour l'écrire. Son nombre de chiffres, c'est 10 puissance 100. C'est plus, c'est autant que le nombre d'atomes dans 100 milliards de milliards d'univers, vous voyez. Donc là, on est à 1 degré, vous voyez, même l'écrire, c'est complètement impossible. Vous voyez, donc on est déjà, voilà, les nombres commence à devenir un peu sérieux, quoi. Et pour essayer de vous faire sentir qu'on peut vite imaginer que c'est l'infini, c'est imaginer là toutes ces diapos, toutes les diapos que je peux écrire comme ça. Donc là, c'est normal, elle est floutée parce que imaginez, il y a des trucs écrits, on ne sait pas quoi, mais imaginez toutes les façons que j'ai de remplir cette diapo. Alors j'ai compté, il y a 1350 caractères. En tout, là, je peux mettre 1350 caractères avec cette taille de caractères là. Si on compte les CCDI, les accents, les espaces, les ponctuations, etc., il y a 114 caractères en français. Donc si je mets un texte complètement au hasard, donc sur les 1350 endroits, je mets un des 114 caractères. J'ai donc 114 choix pour le premier, 114 pour le deuxième, 114 ainsi de suite. Et donc ça fait 114 puissance 1350, 114 fois 114 fois 114 fois 114 choix possibles. Donc ça c'est très grand, ça fait 10 puissance 2377 je crois. En fait ce que je dis là c'est ce qui est marqué là, donc je regarde, mais hop je vais le faire apparaître comme par magie, allez, hop c'est beau. 10 puissance 2776, j'ai mal mémorisé. Bref, c'est un très 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 grand nombre, on est bien d'accord, mais c'est que dalle par rapport à un Googleplex. Hein. 10 puissance 2007 par rapport à 10 puissance 10 puissance 100, c'est rien. Une poussière, un microbe. D'accord? Et pourtant, ça, on peut facilement imaginer que c'est l'infini dans notre tête. Parce que si on y réfléchit bien, donc toutes les pages que je peux écrire comme ça, ça contient tous les livres qui n'ont jamais été écrits et qui ne seront jamais écrits. En français. Toutes les pages de tous les livres qui seront écrits un jour, elles sont là. Les vies de toutes vos vies sont écrites là. Les miennes aussi. La vie de tous les gens qui existeront et qui ont existé sur Terre est écrite. Hein, la vie de Jules César, et la vraie vie de Jules César, parce que celle qui est racontée et écrite. Malheureusement, il y a aussi toutes les fausses. C'est-à-dire que c'est incroyable. Et encore, tout ce qui veut dire quelque chose, c'est rien par rapport à la masse de pages qui ne voudront rien dire. Parce qu'évidemment, vous imaginez bien qu'en toute probabilité, si je mets des caractères au hasard, ça ne voudra rien dire. Donc c'est une infime partie, ceux qui veulent dire quelque chose. Mais tous les textes qui veulent dire quelque chose, ils seront écrits. Tous ceux que vous pouvez écrire, parce qu'à l'infini des temps, hein, tous ceux qui s'écrivent avec des caractères comme ça. Donc, ok, pas les Russes, pas les Grecs, tout ça, mais vous voyez, donc ça, déjà, on a vraiment l'impression que c'est l'infini. Alors pourquoi c'est pas infini? Parce qu'en fait, il y a des bouquins que vous n'avez pas, c'est ceux qui auront 2 fois la même page. Ceux-là, vous les avez pas. Hein, parce qu'il n'y a qu'une fois chaque. Mais à part ça,
C'est rare, hein, les bouquins qui ont 2 fois la même page. Mais à part cela, et tout. Donc, vous voyez, dans notre tête, on a du mal à voir que ça, c'est pas l'infini. Hein. Il y a l'histoire de toutes les planètes, de toutes les étoiles, tout ça. Oui. Bizarre, il y a l'histoire de tous les atomes hein, de l'univers. Hein. Vous voyez, ceux qui étaient dans le Soleil, à quel moment ils sont arrivés sur Terre, à quel moment ils sont rentrés dans moi, qu'est-ce qu'ils feront après, tout ça, c'est marqué quelque part. Donc, oui, c'est complètement faramineux. Hein, je veux dire, ceux qui sont de ma génération, ils ont lu la bibliothèque de Babel dans leurs études, donc ils voient de quoi je parle. C'est pour ça que j'ai mis le titre. C'est un roman qui évoque ce genre d'idée-là. Donc, c'est pour vous dire que le Googleplex, c'est un nombre qui est juste, pour notre cerveau, on peut approximer à l'infini, quoi. Je veux dire, parce que ça, pour nous, c'est l'infini, quoi. On a du mal à imaginer, vous voyez, à voir l'ordre de grandeur du truc. Eh bien, pourtant, vous allez voir que pour les matheux, ça, c'est encore un nombre tout petit. Alors, pour pouvoir expliquer des nombres un peu plus grands, il va falloir inventer des nouvelles formules, des nouveaux symboles, parce que là, on va être un peu vite limité. Alors, je vous donne des exemples de formules qu'on a invitées, que vous connaissez déjà. Au lieu d'écrire 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 10 fois, en CE1, on vous a dit, tiens, regarde, on va mettre une petite croix à la place, on va appeler ça 2 fois 10, ou 10 multiplié par 2, ça dépend des mètres. Et ce sera quand même plus cool pour noter cette chose-là, vous voyez, de l'écrire comme ça. D'accord? Donc voilà, la multiplication, c'est en fait une façon d'écrire plus rapidement qu'on fait plein d'additions. Après, vous connaissez aussi le symbole pour dire qu'on fait plein de multiplications, pour aller plus vite. Hein, si je fais maintenant 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, eh ben on écrit ça 2 puissance 10. OK? Ça veut dire la même chose, et voilà, c'est pour aller plus vite, on fait l'opération multipliée 10 fois de suite. Eh bien, on va continuer comme ça. On va utiliser la notation des puissances itérées de Knuth. Alors, monsieur Knuth, c'est lui. Donc, c'est un mec hyper balèze. Enfin, c'est Dieu sur Terre. Hein. C'est le mec qui a inventé le traitement de texte TeX qu'utilisent tous les matheux pour taper leurs formules maintenant. Et, il a écrit un bouquin de programmation qui s'appelle The Art of Computer Programming dans les années 80 qui fait encore référence maintenant. Enfin, bref. Dieu sur Terre, voilà. Bref, alors voilà ce qu'il a proposé comme notation. Donc déjà, au lieu de noter A puissance B, il note A flèche B comme ça. Je pense que vous avez déjà des calculatrices qui notent avec des flèches comme ça pour les puissances ou juste le petit chapeau de la flèche, d'accord? Donc ça, c'est normal. Quand on met plusieurs flèches à la suite, alors il faut voir dans quel sens ça veut dire, parce que là, c'est traître, parce que A flèche B flèche C, je ne peux pas faire dans n'importe quel ordre. Si je fais A flèche B flèche C, c'est pas pareil que de faire A flèche B flèche C. Vous voyez, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure pour les puissances. Hein. A puissance B puissance C, c'est pas pareil que A puissance B à la puissance C. Donc la convention, c'est de commencer à droite. Comme pour le Googleplex, hein, si je voulais écrire correctement, c'est 10 flèche 100. D'accord? Ça veut dire qu'on fait d'abord 10 puissance 100 et on fait 10 puissance ce nombre-là. Enfin, 10 puissance 10 puissance 10 puissance 10 puissance 10 ce nombre-là de fois. OK? Est-ce que vous comprenez? C'est important parce qu'après, ça va compliquer un petit peu. Jusque-là, c'est soft. Ah non, si vous êtes perdu là, vous êtes mal. Hein. Donc, quand on fait plusieurs puissances à la suite, on les écrit de droite à gauche. Hein. On va voir, on va faire un petit exercice. Voilà, donc 2 flèche 2 flèche 2 flèche 2 flèche 2, ça veut dire ça. Et il faut commencer à droite, il faut commencer tout en haut. Faire le 4, après 2 puissance 4, 16. 2 puissance 16, ça commence déjà à devenir pénible, 256. Et puis après 2 puissance 256, je ne connais pas par cœur. Hein. Et puis ainsi de suite. Vous voyez? Donc ça fait un grand nombre déjà. Alors ce nombre-là, vous avez deviné, quand il y a 2 flèche 2 flèche 2 flèche 2 flèche 2 10 fois, ben on va mettre un nouveau symbole pour écrire ça plus vite. On met donc 2 flèches 10. Donc quand on a 2 flèches, ça veut dire on remplace par une flèche 10 fois. C'est le même principe que pour l'addition, la multiplication, mademoiselle, je vais vous confier votre téléphone. Ah non, c'est pas le téléphone, c'est pour moi. MAU. Bon, ok. Est-ce que vous comprenez jusque-là la notation? Vous voyez, pour marquer plein de puissance à la suite, qui est un peu pénible à écrire comme ça, là, ben, je mets une double flèche. Une double flèche, ça veut dire une tour de 2 puissance 2, 2 puissance 2, et j'en mets 10. C'est le nombre qu'il y a. Ok? Ça va jusque-là? Bon, alors maintenant, vous avez compris que si je mets plein de doubles flèches, je commence par la gauche, évidemment, et puis s'il y a plein de doubles flèches de suite, je vais mettre une triple flèche. Vous voyez? Par exemple, 2 triple flèche 4, ça veut dire 2, 2, 2, 2, il y en a 4 des deux, ok, puis avec double flèche chaque fois entre les deux. Ça commence à planer? Donc ça, vous voyez, on va voir combien ça vaut, on va calculer ce truc-là. Mais 3 flèches 4, ça veut dire, on prend le nombre, x, 3 flèches 4, c'est x, 2 flèches x, 2 flèches x, 2 flèches x, 4 fois. Vous voyez, c'est pour dire à chaque fois, on fait le coup d'une flèche de moins
le nombre qui est marqué à gauche. C'est la puissance de puissance de puissance. Vous voyez, c'est un truc un peu compliqué. Alors, on va calculer ça pour rigoler. Donc 2 de flèche 2 déjà, combien ça fait? Tiens, qui c'est qui peut répondre à ça là? Ah bah si tout affiche d'un coup, c'est pas drôle. 2 de flèche 2, ça fait combien? Vas-y. Oui, donc tu l'as vu, très bien. Alors, quand il y a 2 et 2 de chaque côté, c'est super parce que ça change. Là, c'est les seuls nombres, ça ne se complexifie pas. Parce que oui, ça veut dire 2 de flèche 2, ça veut dire que je mets 2, une flèche, 2, puis je m'arrête parce qu'il faut le faire 2 fois. Il y a 2 fois le nombre 2, donc c'est terminé. Mais ça veut dire 2 fois 2, 2 puissance 2. Ça veut dire 2 plus 2, ça veut dire 4. Vous voyez, c'est les deux seuls nombres, en fait, ça ne change jamais de rajouter des flèches. Donc les deux premiers, là, 2 flèches 2, là, ils valent 4. Ok? Donc jusque-là, tout va bien. Donc ce nombre-là, je peux l'écrire 2 flèche 2, 2 flèche 4. Parce qu'il faut commencer par la droite, toujours. Alors maintenant, il faut calculer 2 flèche 4. Pour calculer ce truc-là. Alors 2 flèche 4, si vous avez suivi, ça fait 2 flèche 2, flèche 2, flèche 2, 4 fois. Alors on commence par la droite. Donc 2 puissance 2, ça fait 4. Donc ça fait 2 flèche 2, flèche 4. Ça fait 2 flèches 2 puissance 4, ça fait 16. Ça fait 2 flèches 16. Et 2 flèches 16, ça fait 65 536. Contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure. Je m'étais gouré, j'avais 2 puissance 8, c'est 256. Je m'étais un peu gouré. Hop, ok. Donc le 2 flèche 4, celui-là, c'est 65 536. Donc 2 flèches 65 536, si vous avez suivi, ça veut dire 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2 puissance 2, comme ça, avec 65 536 étages. Ce qui fait un nombre pas mal. Vachement plus grand que le Googleplex. Hein. Donc commence à devenir sérieux, mais rassurez-vous, ridicule. On va avoir bien plus grand. Ok, ça va jusque-là? 2 flèches 4, avec 3 flèches, vous voyez un peu le concept? En fait, c'est juste des empilements de 2, mais il y en a beaucoup. Ok? Bon, enfin, 65 736, ça reste raisonnable. Alors, attention, parce que maintenant, je vous explique, c'est un nombre que je vais vous expliquer, c'est un nombre qui a servi dans une démonstration de maths, hein, c'est pas au hasard que je vous donne ça. Hein. On est obligé de se taper 3 flèches 3. Alors, on va essayer de comprendre ça. Donc, si vous avez bien compris, il va y avoir 3, 2 flèches, 3, 2 flèches, 3. Hein, ça, c'est juste 3 flèches, ça veut dire qu'on fait 2 flèches 3 fois. Enfin, 3 fois le nombre 3. Donc, on fait 2 fois 3 flèches. Ok? Donc maintenant, il faut que je calcule 3 de flèche 3. Je pars toujours de la droite. Alors, qu'est-ce que ça fait 3 de flèche 3? Ça fait 3 flèche 3 flèche 3. 2 flèches, je remplace par une flèche. Le nombre de fois que je le fais, c'est le nombre de gauche, de droite. Donc 3 fois une flèche, voilà, donc bref, ça fait ça. Alors 3 puissance 3, ça fait 3 puissance 27. C'est perdu? Ouais, c'est normal. Alors on essaie, bon c'est pas très grave, vous pourrez quand même vous amuser par la suite hein, si vous êtes perdu, mais ceux qui ne sont pas perdus, essayez de vous accrocher parce que c'est quand même marrant. Donc finalement, alors 3 puissance 27, c'est un nombre qui est sympa, c'est à peu près 7625 milliards. Donc ça, là, 3 flèches, 3 puissance 27, si vous avez compris, c'est une tour de 3, où le nombre d'étages, c'est 7625 milliards. Voilà, voilà. Ça commence à devenir sérieux. Parce que là, maintenant, ça devient pénible de dire le nombre d'étages. Mais on peut encore, 7125 milliards, on peut encore dire le nombre d'étages. Bientôt, on ne pourra plus. Ok? Question? Non? Ok, tu peux, hein, vas-y, on profite. Hein. Bon, alors voilà, donc jusque-là, tout va bien? Ok, donc juste pour info, avec 5 flèches comme ça, déjà, on dépasse le Googleplex. Et là, des flèches, au lieu d'en avoir 5, 4, on en a 7625 milliards. Donc le Googleplex, poussière. Hein. Ok? Un atome dans l'univers. Même pas, beaucoup moins qu'un atome dans l'univers. Bref. Vous voyez, quand je disais que tout à l'heure, je disais un Googleplex, c'est pas si grand. Bah oui. Et encore, c'est rien. On va y aller. Courage. Donc là, déjà, je voulais vous faire une remarque. Ce nombre-là, il est inconcevable de l'écrire, j'en parle même pas, mais il est inconcevable d'écrire son nombre de chiffres dans l'univers. Vous voyez, même le nombre de chiffres de son nombre de chiffres, c'est inconcevable. Enfin, je veux dire, on est à un degré d'abstraction quand même assez haut, là. Vous voyez? Mais on va voir que... Attention, j'ai rajouté une flèche. Après, ça ira mieux, hein, mais là, je suis obligé. Hein, vous allez voir, pour la construction de mon nombre de Graham, que je vais vous expliquer, ça commence comme ça, il faut faire 4 flèches. Donc, on rajoute une flèche.
on passe d'une tour de 3 qui avait 7 milliards d'étages, vous allez voir un truc qui est légèrement plus gros. Alors, donc ça, si on comprend bien, ça veut dire ça. 4 flèches, ça veut dire qu'on fait 3 flèches, et on fait 2 fois 3 flèches. Ok, donc ça, on va commencer. Si on a compris, ça veut dire qu'on fait 3, 2 flèches, 3, 2 flèches, 3, 2 flèches, 3, et le nombre de fois qu'on le fait, le nombre de doubles flèches, là, c'est 3 sur le nombre d'avant, là, 3 flèches 3, celui qu'on a vu juste avant, là, la tour de 3 de 7 milliards de 3, moins 1, important, faut pas déconner, quoi. Hop, double flèche. Ouais, qu'est-ce que ça peut bien être ce truc? On va essayer de comprendre. Donc on va faire étape par étape. On a déjà vu que 3 double flèche 3, c'était 3 puissance 27. C'est 3 flèches 3 flèches 3. Ok? Donc ça, je rajoute juste, je commence à droite. Il faut que je fasse plein de fois, mais j'ai fait le premier. Si je rajoute un deuxième, ça fait quoi? C'est ce qu'on a vu avant. Je rajoute 3 flèches de 3, donc ça fait une tour de 3, où le nombre qu'il y a, c'est le nombre d'avant. 3 puissance 27. Vous voyez? Je vais l'appeler x, ce nombre. Quand je rajoute 3 de flèche 3 devant, si vous comprenez bien, c'est une tour de 3, où le nombre de 3 qu'il y a, eh ben, c'est x. Vous voyez? C'est le nombre d'avant. Quand je rajoute 3 de flèches là devant, c'est 3 puissance 3 puissance 3, et le nombre de fois que je le fais, c'est le nombre d'avant. Donc ma tour de 3 avec 7125 milliards de 3, c'est le nombre de fois que je fais, c'est la hauteur de la tour d'après, vous voyez. Et donc je continue comme ça, à chaque fois le nombre de 3, c'est le nombre d'avant, qui donne la hauteur de la tour. Vous voyez comme ça grossit à chaque fois. Et je fais ça, combien de fois je fais ça? Je fais ça, le nombre d'avant. Mon nombre x là, 3 puissance 3 puissance 3 puissance 3, 7 milliards de 100 milliards de fois, quoi. Moins 1. Mais enfin bon. Vous voyez le délire? Vous voyez que rajouter une flèche, ce que ça fait? J'ai rajouté une flèche. Vous avez vu ce que ça fait? Ça devient du délire. C'était déjà un long du délire. Là, mais j'ai même pas les mots, vous voyez, tellement c'est ouf, quoi. Donc, alors on y va. Attention, accrochez vos ceintures, parce que là, on a vraiment décollé. Jusqu'à présent, c'était haut, mais on pouvait deviner la Terre au loin. Mais alors là, on va la perdre de vue. Donc, M. Graham, il s'est dit un jour, tiens, on va faire une construction. N1, ça va être 4 flèches 3, le nombre d'avant, là. Celui qu'on a fait toutes les étapes, le nombre infini d'étapes, là, à grossir nos tours de 3, un nombre inconcevable de fois. Ça, c'est ma première étape. Et attention, la deuxième, c'est 3 flèches, avec tellement de flèches, le nombre de flèches, c'est le nombre d'avant. Vous avez vu ce que ça faisait de rajouter une flèche? Il rajoute un nombre de flèches complètement délirant. Un nombre inconcevable, le nombre le plus fou qu'on a vu avant, c'est ça le nombre de flèches qu'il y a dans son N2. Je veux dire, on est à des degrés d'abstraction qui sont complètement fous, quoi. Alors, ce qui est fou, c'est que ça sert à quelque chose. On va voir après. Mais on se dit, mais on n'arrive même plus, enfin, on n'arrive plus à rien à voir. Vous voyez, là, quand je vous dis l'infini c'est grand, on se doute, mais à ce point-là, on ne croyait pas. Vous voyez? Et encore, on est là. Donc là, le nombre de flèches est inconcevable. Donc, je veux dire, le résultat final, j'en parle même pas, quoi. Et après, c'est pas fini, parce qu'après, c'est dit, tiens, N3, ça va être 3 flèches, 3, au nombre de flèches, c'est N2. Et puis, pour déconner, il a fait ça 64 fois. Le nombre de Graham, c'est N64. Moi, ça me fait délirer. Mais quoi? Sérieusement, quoi. Le challenge, après, ça va être de vous expliquer mathématiquement où ce nombre est intervenu, quoi. Donc, alors ce nombre, il est complètement fou. C'est une puissance de 3, mais alors le nombre de 3... c'est même pas la peine d'en parler, donc, ok. Eh bien, mine de rien, exercice, c'est quoi son chiffre des unités? Allez. Par quoi il se termine? On peut trouver ça. Incroyable, hein? Non, pas au hasard, bien sûr que non. Et on est Matangine ou pas? C'est un sujet Matangine. Le chiffre des unités. Vas-y. Combien? 7, t'as dit? Putain, il est trop fort, lui. Oh! Il y a des mecs qui ont du talent quand même. Quand tu veux faire des maths plus tard. Bon, je te demande pas de donner la preuve, c'est pas la peine, je crois que c'est assez évident. Bravo. Ou alors je vais quand même vous expliquer, parce qu'il y en a peut-être qui n'ont pas compris, il y en a peut-être qui n'ont pas trouvé la preuve de tête, on ne sait jamais. Donc si jamais parmi vous, je ne vais pas les offusquer en demandant qui, si jamais il y en a un ou deux qui n'ont pas fait la preuve, je vais quand même la faire. Donc, hop.
Alors, donc G c'est 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3, puissance 3. Les trois petits points, ils sont délirants, hein, d'accord? Mais c'est quand même un nombre comme ça. Alors on va regarder par quoi ça se termine les puissances de 3. Vous voyez, donc 3, ça se termine par 3. 3 au carré, ça se termine par 9. 3 au cube, c'est 27, ça se termine par 7. 3 puissance 4, c'est 81, ça se termine par 1. Multiplié par 3, c'est 343, ça se termine par 3. Et en fait, bon, les jeunes, vous ne l'avez pas encore appris, mais si vous réfléchissez un peu, en fait, c'est multiplié par 3 en bas, quoi, à chaque fois. Hein, 3 x 9, 27, 3 x 7, 21, 3 x 1, 3, etc. C'est pas la peine de calculer toutes les puissances de 3. Je multiplie par 3 à chaque fois, je vais trouver le chiffre des unités qui suit. Ok, ça s'appelle les congruences, tout ça, vous n'avez pas vu, mais je vous promets, on a le droit de faire ça. Du coup, bah, c'est soit 3, 9, 7 ou 1. C'est pas trop une nouvelle, s'il y en a qui pensaient que ça pouvait être un nombre pair. Bon. Mais lequel? Alors l'astuce, c'est maintenant, c'est de regarder, il fallait y penser, qu'est-ce qui reste quand je divise par 4? Les puissances de 3. Alors quand c'est 3, il reste 3. Quand c'est 9, il reste 1. Quand c'est 27, 27 c'est 24 plus 3, il reste 3. Quand c'est 81, il reste 1. 81, c'est un multiple de 4. Et en fait, c'est la même règle. En fait, on peut multiplier par 3 à chaque fois. On va me dire, mais 3 x 3, 9, ça bat 3 x 9. Quand je divise par 4, il reste 1. Et 3 x 1, ça fait 3. Donc en fait, ça fait 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1. OK? Bon, on me dire, vous voyez pas pourquoi j'ai fait ça? C'est normal. Première remarque, c'est pas n'importe quelle puissance de 3, G. C'est 3 puissance, une puissance de 3. Donc la puissance elle-même est une puissance de 3. Donc elle-même est impaire. Donc tous les cas où la puissance était paire, je peux les enlever déjà. Hop. Clac. Et maintenant, c'est cool. Parce que je me rends compte que quand je divise par 4, la puissance de 3 qui est à la puissance, vous voyez, eh ben, forcément elle vaut 3. Donc, la puissance de mon 3, c'est forcément un nombre que quand je divise par 4, il vaut 3. Donc, ce n'est pas 1, mais ça peut être 3, c'est pas 5, mais ça peut être 7, etc. Autrement dit, ceux-là, ils ne sont pas possibles. Et là, au miracle, dans les cas qui restent, le chiffre des unités, c'est tout le temps le même. Donc, c'est 7. OK? Donc, en fait, on peut continuer le raisonnement comme ça, hein, pour s'amuser. Et là, je vous ai donné la fin. Voilà, par exemple, sur Wikipédia, il y en a peut-être plus, je crois, mais enfin bref. La fin de G, on la connaît. Ça se termine comme ça. Personne sur Terre ne connaît le premier chiffre. D'accord? C'est marrant parce que d'habitude, les nombres, on a l'habitude de donner le début. Hein, notation scientifique, on donne le début, c'est plus important avec la puissance derrière. Les virgules à la fin, on s'en fout. Bah, lui, on connaît que la fin. D'accord? Si vous trouvez un moyen pour trouver le premier nombre de G, à mon avis, vous devenez célèbre. Ouais? Certes. Et? Ok, c'est gentil. C'est aussi surtout l'initiale de Graham qu'il a inventé. Tu vois? Ou de Gilles. Non, ça c'est une coïncidence. Bon. Ok. Donc voilà, si vous avez un suivi ma tangine, là, vous trouvez le premier chiffre de G, vous êtes célèbre. C'est la classe. Enfin, il passait pas toute votre vie quand même. Ok. Donc deuxième partie, alors on va voir a priori qu'il n'y a pas grand chose à voir. Hein. On va parler de graphes et de coloriage de graphes. Rassurez-vous, il y a un rapport entre les deux parties. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une question? Oui? Ah ben, la réponse viendra ou pas dans la suite. Non, en fait, j'en sais rien. Mais je vais expliquer un peu des trucs, mais pourquoi 64, franchement, j'en sais rien. Ok, donc... Alors, qu'est-ce que c'est qu'un graphe? Un graphe, en mathématiques, c'est un ensemble de sommets qui sont reliés par des arêtes. Ok? A priori, on peut relier comme on veut. Là, dans ce cours, je vais m'intéresser au graphe complet. Le téléphone, il va être confisqué, jeune homme. Hein? Mes élèves, s'ils regardent le téléphone en cours, je leur prends. Hop là, confisqué. Donc, un graphe complet, ça veut dire que je vais prendre un certain nombre d'arêtes et je vais les relier dans toutes les façons possibles. D'accord? Je vais prendre un certain nombre de sommets. Si j'en ai 2, bah, c'est pas dur. Si j'en ai 3, bah, c'est pas dur non plus. Si j'en ai 4, c'est un peu plus joli. 5... j'en ai mis combien? 6, et puis je suis 12. On les relie de toutes les façons possibles. Alors, vous allez me dire, mais c'est forcément sur un sommet d'un polygone régulier comme ça? Non. Ça c'est le même, oui, ça c'est le graphe complet à 4, pour moi c'est le même. Hein. D'accord? 4 points, alors il faut juste qu'il n'y en ait pas 3 alignés, parce que sinon on n'y voit plus rien, mais à partir du moment où il n'y en a jamais 3 alignés, vous les mettez comme ça, vous les mettez comme ça. Là c'est le graphe à 5 points, c'est la même chose. Hein. Pour les mathématiciens, on les met comme on veut les points. D'accord? L'important, c'est de relier tout le monde à tout le monde. Voilà des graphes. Des graphes complets. J'ai rien oublié. OK? Donc, la première question que je vais vous poser, c'est combien il y a d'arêtes? Alors là, il y en avait une, ça allait.
Après, il y en a combien? Jusque-là, ça va. Après. Il y en a qui ne savent pas compter jusqu'à 6. Il faut compter tous les segments. Hein. Alors là, combien il y en a? Ah ah. 9, 10. 10. Ah, après, combien il y en a? Donc là, l'idée, c'est qu'au bout d'un moment, vous cherchiez une méthode pour les compter sans tous les compter un par un. 15. Et après, alors là, maintenant, il faut trouver une astuce. Hein. Vas-y. Combien? Non, non, il y a 12 sommets là. Il y a 12 sommets là. J'ai sauté des étapes. Hein. C'est pas, pour 7, il y aurait peut-être 21 sommets. Mais il y a 21 sommets pour 7. Mais... Parfait, 12 fois 11, sauf que si on fait 12 fois 11, on compte 2 fois chaque arête. Eh bien donc on divise par 2. Donc pourquoi 12 fois 11? Parce qu'en fait chaque sommet, les 12 sommets, est relié à 11 autres sommets. Donc dès que je choisis un sommet, il y a 11 arêtes qui partent. Et si je compte 11 pour les 12 sommets, ça marche, sauf que j'ai compté chaque arête 2 fois, là où quand elle part et quand elle arrive. Et donc 12 fois 11 divisé par 2, donc 12 divisé par 2, 6, 6 fois 11, 66. Et donc maintenant qu'on a bien réfléchi, on a trouvé même une formule générale. Si je prends n sommets, bah chacun des n sommets est relié à n-1 arête. Donc il y a n fois n-1 façon de les relier, mais là j'ai compté tout 2 fois, donc je divise par 2. Ok? Très bien. Ça va jusque-là? Bon, chouette. Ok. Alors maintenant, on va colorier nos graphes. Rassurez-vous, on n'a que 2 couleurs. On a du bleu et du rouge. Et on colorie comme on veut. Notre graphe complet, on choisit des arêtes en rouge, des arêtes en bleu, comme on veut. Il n'y a pas de règle, on s'amuse. Ok? Donc là, avec 4, je donnais un exemple. Hop là, j'en ai mis en rouge, en bleu, voilà, tout ça, tout va bien. Et la question, c'est est-ce que je vais être obligé de faire apparaître un triangle bleu ou un triangle rouge au bout d'un moment? Ou est-ce que je peux plutôt me débrouiller pour qu'il n'y ait ni triangle bleu ni triangle rouge? Donc regardez, par exemple, avec 5, là, j'ai commencé au hasard. Et là, je suis embêté pour la dernière, là, parce que... De quelle couleur je la mets, celle-là là? Si je la mets en bleu, j'ai un triangle bleu. Si je la mets en rouge, j'ai un triangle rouge. Et j'aimerais bien réussir à ne pas faire de triangle ni bleu ni rouge. Oui? Hein? Violet? Non, j'ai que 2 couleurs. Donc, est-ce que c'est possible que je relie mes 6 points, mes 5 points, sans faire de triangle bleu, triangle rouge? Alors là, attention, on n'y arrive pas. Mais c'est peut-être qu'on s'y est mal pris. Oui? Il y a déjà un triangle rouge? Mais non, 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 ça ne compte pas. Les triangles, il faut que ce soit les sommets, les points noirs. Oui? Hein? Ah non, non, j'ai que rouge et bleu. Non, mais là, mon début était pas bien. Mais en fait, si je suis plus malin, regardez, je peux y arriver. Mais là, je m'étais mal pris au début. Ok? Donc en fait, la question, c'est est-ce que je peux toujours y arriver à colorier mes arêtes en bleu et en rouge sans qu'il y ait de triangle? La réponse est non, comme on va le voir, et si je rajoute un point, on va voir, on va faire de notre mieux pour essayer de ne pas en faire, on va voir que ça coince. Donc je prends un sommet au hasard, et je me dis, il faut qu'il soit relié à 5 points, avec du rouge et du bleu. Donc il y a au moins une couleur, il y en a 3. Je ne peux pas faire autrement, il y en a 5, il n'y a que 2 couleurs. Donc il y a soit 3 rouges, soit 3 bleus. Alors pour illustrer, imaginons qu'il y ait 3 rouges qui viennent de celui-là. D'accord? C'est peut-être 3 bleus, mais ça ne change rien à la démonstration. Imaginez, bon voilà, 3 rouges. Comment je colorie le triangle qui relie les 3 pleins du bas là? Si j'en mets un en rouge, c'est mort. Ça me fait un triangle rouge. Et l'autre option, c'est donc celui-là, je le mets bleu, parce que sinon ça me fait un triangle rouge. Celui-là, je le mets bleu aussi, mais le dernier là, si je le mets bleu, ça me fait un triangle bleu en bas. Si je le mets rouge, ça fait un triangle rouge en haut. Ah non, je peux pas. Je suis sûr d'avoir un sommet où il y a 3 rouges. Ou 3 bleus, tu vois, 3 de la même couleur d'un sommet. C'est obligé que ça arrive, ça. Et donc après, je considère les 3 sommets qui restent, il faut bien que je les colorie. Et soit ils sont tous les 3 de la même couleur, c'est foutu. Soit il y en a un de la même couleur qu'au début et c'est foutu. Tout le monde est convaincu que maintenant, avec ça, vous voyez, je peux pas. Avec 6 points, on est obligé de voir apparaître un triangle rouge ou un triangle bleu. Ça, en maths, on va dire R33 égale 6. Ok? Hop. Alors, je n'explique pas pourquoi R33, mais voilà. 3, ça veut dire c'est les triangles. D'accord? Je suis obligé d'avoir des triangles, soit un triangle rouge, soit un triangle bleu, dès que j'ai plus que 6 points dans mon graphe. Question, mademoiselle? Non? Ok. Alors, il y a M. Ramsey qui a dit, maintenant,
quelle que soit la taille, donc là c'était pour les triangles, mais même si je prends des graphes à 4 sommets, est-ce que je suis obligé d'avoir des graphes à 4 sommets tous de la même couleur, toutes les arêtes de la même couleur? Oui. Au bout d'un moment, oui. Si on prend n'importe quelle taille, un graphe de 12 sommets, d'accord, inclus dans un graphe plus grand, un 2n, 27 000, je ne sais pas combien, au bout d'un moment, je suis obligé d'avoir soit un tout rouge de 12 bleu, soit un de 12 tout bleu, tout rouge. D'accord? Pour chaque valeur de graphe, au bout d'un moment, si je mets suffisamment de points dans mon graphe complet, il y aura des morceaux tous de la même couleur. De 4, 5, 6, 7, 8, enfin bref. La taille augmente au fur et à mesure, évidemment. Vous comprenez cette affaire? On va essayer de comprendre avec 4. Je vais essayer de vous démontrer qu'à partir de 18, on a forcément, si on a 18 points au début, on a forcément une configuration avec 4 points tous reliés de la même couleur, en fait, c'est ça. Soit en rouge, soit en bleu. OK? Donc j'ai montré que R4,4, ça veut dire ça. R4,4, hein, c'est à partir de combien de sommets on est sûr qu'il y en ait une sous-configuration de 4 qui sont tous reliés de la même couleur. R5,5, c'est à partir de combien il faut pour qu'il y ait forcément un truc de 5 reliés tous de la même couleur, et ainsi de suite. Et donc j'essaie de vous prouver, on va faire la preuve ensemble, là, voilà, c'est pas très compliqué, mais il faut suivre quand même là. Donc là, vous arrêtez de discuter si vous voulez comprendre la preuve. J'ai passé vachement de temps à essayer de la faire simple. Donc, essayez de démontrer que de là-dedans, il y a forcément ça ou ça. Donc la méthode, c'est la même que la dernière fois. Donc je prends un sommet et je colorie les arêtes au hasard. Donc comme chacun des 18 sommets est relié à 17 arêtes, et que 17, c'est 9 plus 8, il y en a forcément 9, au moins 9 de la même couleur. D'accord? Peut-être plus, mais il y en a au moins 9 de la même couleur. Donc là, j'ai dû mettre 9 rouges et 8 bleus. Non, peut-être pas. Combien il y en a de rouges là? Hop. Je garde que les rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il y en a 17 en tout, donc il devait y en avoir 8. Ah bah, il n'y avait pas 18 points sur mon truc? Attention, on va recompter là. Qu'est-ce que c'est que ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il n'y en a pas 18 des points là? Qu'est-ce que c'est que ce souk? Bon, recomptez-moi tout ça. Je ne sais pas si je me suis gouré là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Il y a bien 18 points, donc s'il y en a 9 en rouge, il y en a, il y a 17 arêtes qui partent, forcément. Alors on compte les rouges. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, il y en a plus en rouge qu'en bleu. Il y en avait 11 en rouge, mais j'en ai viré pour en garder que 9 en rouge. Voilà. D'accord, je voulais faire un cas général. Il y en a plus en rouge qu'en bleu. Ou bleu, ça aurait pu être l'inverse, mais c'est pas grave. Hein. Donc voilà, je garde un sommet avec 9 de la même couleur, c'est sûr que ça arrive. Un tout sommet, il y en a au moins 9 de la même couleur. Donc c'est sûr que cette configuration-là arrive. Ok? C'est peut-être pas rouge, c'est peut-être bleu, mais on s'en fout parce que pour la preuve, ça ne change rien. Hein. Donc on va supposer qu'il y a un sommet avec 9 rouges comme ça. Ok? Et donc je vais faire la même astuce qu'avant, je vais regarder que ce qui reste, là, celui en rouge, je l'enlève. Je vais regarder que ce qui reste en bas. D'accord? Et donc, hop, j'ai ça. Maintenant, ce qu'il faut que je démontre, si vous avez suivi, c'est que là-dedans, il y a soit un triangle rouge, soit un truc tout bleu. Pourquoi? Parce que si je fais un triangle rouge dans ceux qui restent là, imaginez, hop, eh ben ça va me faire une configuration de 4 points qui sont tous reliés en rouge. Avec les rouges qui sont déjà marqués. Hein, si je fais un triangle rouge dans ceux du bas, eh ben celui-là plus celui du haut, ça fera une configuration de 4 qui est avec que du rouge. Donc j'aurais gagné. Donc il faut que je démontre que dans ce qui reste là, il y a soit ça, soit ça. Et donc pour ceux qui se demandent pourquoi je disais R33 et R44, c'est parce qu'en fait ce nombre-là existe, c'est R34, ça oui. Quand on cherche, il y a soit un triangle rouge, soit un truc de 4 bleu. Mais bon, je ne voulais pas compliquer la vie, c'est pour ça qu'il y a deux nombres, je voulais donner la vraie notation. Mais... Bref, donc on va montrer que là, il y a soit un triangle rouge là-dedans, soit une configuration de 4 toute bleue. Ok? Vous comprenez que ça suffira à démontrer le théorème? Ok, alors allons-y. Donc même astuce que d'habitude, je vais faire plusieurs cas. Imaginons que j'ai un sommet qui a 4 arêtes rouges qui partent de lui. C'est possible que ça arrive. C'est possible que ça n'arrive pas. Mais dans un premier temps, imaginons que ça arrive. Alors, là, la vie est belle, pourquoi? Parce que si ça arrive, maintenant mes 4 sommets qui sont en bas, soit j'en trace un en rouge, j'ai un triangle rouge, soit je trace tout en bleu, entre les 4 points, et puis j'ai la configuration en bleu. Il n'y a pas le choix. Hein, en bas, c'est soit ça, soit j'en fais un en rouge. Ah ben en rouge, j'ai un triangle rouge. Donc dans ce cas-là, c'est fastoche. Ok? Ça va jusque-là? S'il y a un sommet avec 4 sommets rouges, ça passe. Mais c'est pas obligé que ça arrive. Maintenant, deuxième cas, si jamais j'ai un sommet où il y en a 6 bleus.
il y a 6 bleus qui partent de lui. Alors pourquoi c'est fastoche aussi? Parce qu'en fait, je vais regarder maintenant dans les 6 qui restent, les triangles qui restent là. Si jamais il reste donc, il est relié à 6 sommets. 6, rappelez-vous ce qu'on a vu tout à l'heure, à partir de 6 sommets, il y a forcément soit un triangle rouge, soit un triangle bleu. Obligé. Vous vous rappelez? R33, c'est 6. Donc dès que j'ai 6 sommets, là, en traçant mes couleurs comme je veux, il y aura forcément soit un triangle rouge, soit un triangle bleu, je ne peux pas y couper. S'il y a un triangle rouge, je suis content. J'ai un triangle rouge. S'il y a un triangle bleu, regardez ce que ça fait. Un triangle bleu avec le sommet qui est au-dessus, ça me fait une coloration de 4 points tout en bleu. Donc dans ce cas-là, ça marche aussi. Alors réfléchissez à ce que j'ai dit. J'ai dit s'il y a un sommet où il y a 4 rouges, c'est bon. S'il y a un sommet où il y a 6 bleus, c'est bon. Bon, maintenant les sommets, ils sont reliés à combien? Ils sont reliés à 8 points. D'accord? Donc, si j'ai pas de bol, il y a 5 bleus et 3 rouges. Possible. Il est relié à 8. S'il y a 6 bleus, c'est bon. S'il y a 4 rouges, c'est bon. Mais pas de bol, il reste le cas, et s'il y a 5 bleus et 3 rouges partout. Ça ne marche pas. Alors réfléchissons, en fait, ça ne peut pas arriver ce cas-là. Et je vais essayer de vous expliquer ça maintenant. Troisième cas, il n'est pas possible. Imaginons, je lui dis, là, en fait, l'idée, c'est pas relié, c'est pas possible qu'il y ait 3 rouges qui partent de chaque sommet. Je vais tenter de vous expliquer ça. Si j'essaye de le faire, vous voyez, en maths engine, est-ce que c'est possible d'avoir 3 rouges qui partent de chaque? On essaye, allez hop. Je trace des sommets, là, bon, il m'en reste plus que 2, tout ça. J'essaye de tracer 3 sommets rouges qui partent de chacun des trucs, jusqu'à temps que ça coince. Donc là, il ne me reste plus qu'une place, là, il ne me reste plus qu'une place, là, il ne me reste plus qu'une place, là, il ne me reste plus qu'une avec celui du haut, et puis là, je suis bien embêté. Pour mettre le dernier, là, je ne peux pas. Mais le fait que je n'y arrive pas comme ça ne prouve pas que ce n'est pas possible. Ce qui prouve que ce n'est pas possible, c'est ce que j'ai marqué là, c'est quand on réfléchit. On réfléchit un petit peu. Est-ce que c'est possible que je fasse 3 arêtes qui partent de chaque sommet? Si je fais 3 arêtes qui partent de chaque sommet, et que je veux compter toutes les arêtes comme vous êtes tout à l'heure, du coup, il y a 9 sommets, je compte les arêtes, il y en a 3 qui partent de chaque sommet, 9 x 3, 27, sauf que j'ai compté toutes les arêtes 2 fois normalement. 27, c'est pas possible. Il y a un problème. Quand on compte les arêtes qui partent de tous les sommets, pour tous les sommets on fait ça, on fait la somme, on a compté 2 fois chaque arête, donc c'est forcément un nombre pair. Vous voyez, ça c'est une règle générale de n'importe quel graphe, qu'il ne soit pas complet ou n'importe comment. Si on compte le nombre d'arêtes qui partent de chaque sommet pour tous les sommets, quand on ajoute à la fin, on trouve un nombre pair. Donc 9 sommets, chacun avec 3 arêtes, c'est pas possible. Donc ce cas-là n'est pas possible. Donc il y a un nombre pair, donc il y en a forcément, où il y en a au moins 4 rouges ou au moins 6 bleus. Et donc on est dans les cas précédents, et donc ça fait la preuve que R44 est plus petit que 18. Ok? Ça va? C'était chaud, hein? Alors maintenant, pourquoi c'est pas carrément plus petit que 18? Parce qu'il y a des gens qui ont trouvé qu'à 17, ils ont trouvé une façon de colorier à 17 où il n'y a pas. Alors je vais vous tenter de vous la montrer. Donc ce coloriage là, en fait, pour qu'on y voit quelque chose, ils n'ont pas mis toutes les arêtes. Donc celles qui sont mises là, c'est les rouges. Celles qui manquent, c'est les bleus. D'accord? Et donc il faut essayer de vérifier que là, en regardant, en faisant les points, j'essaie dans tous les sens, il n'y a jamais 4 points qui sont soit reliés, soit 4 points qui sont aucun reliés les uns aux autres. D'accord? Si j'essaye au hasard, là j'ai pris des points qui étaient reliés là, hop, mais les diagonales, elles ne sont pas. J'ai pris un autre exemple, là il y a presque tout. Ouais, soit tous ces points-là sont reliés, mais les 2 derniers, ils ne le sont pas. En fait, en plus, comme c'est symétrique, il suffit de vérifier en un sommet que ça n'arrive pas et ça marche. Mais bon, il y a quand même pas mal de trucs à vérifier. Hein. Après, j'ai essayé là où c'est pas relié. Vous voyez, j'ai mis des trucs verts là où il n'y avait pas de lien entre les trucs. J'ai trouvé un endroit où il y a presque tout sauf un, mais là les 2 derniers sont reliés. Donc il faudrait vérifier, mais je vous assure, ça c'est un contre-exemple. Un graphe et un coloriage de graphe à 17 points, où il n'y a pas de sous-graphe de 4, où tous les points sont reliés de la même couleur. Donc à 17, il y a un contre-exemple. À 18, on a prouvé qu'on était forcé de tomber dedans. Donc R44, c'est 18. Chouette, hein? Alors pareil, si vous voulez vous occuper, R55, on ne sait pas. Personne sur Terre ne sait combien vaut R55. Voilà, donc c'est pareil, un sujet de maths engine. Si vous voulez la gloire. On sait que c'est plus grand que 43 depuis 1989. On sait que c'est plus petit que 48 depuis 2017. Donc, vous pouvez y aller, hop, au pif, 44, 45, 46, voilà, vous avez 47, vous avez une chance sur 4. Mais après, il faut la preuve, vous voyez, c'est un peu le problème. Bon, hop. Donc, alors pourquoi, on pourrait se dire pourquoi l'ordinateur, on n'arrive pas à savoir quand même, c'est 43, 44, 45, 46 ou 47 ou 48 quand même, que sérieusement quoi. Parce qu'en fait, si vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure, hein, quand il y a 43 nœuds, il y a 903 arêtes, hein, 43 x 44 divisé par 2.
Et, ou c'est plutôt 43 fois 42 divisé par 2. Bref, donc ça fait le nombre de coloriages possibles, ça fait 2 puissance 903, parce que pour chaque arête, il y a deux choix, hein, bleu ou rouge. Et ça dépasse de loin, 10 puissance 626, ça dépasse de loin nos capacités de calcul. Hein. Mais vraiment de loin. Hein. Les meilleurs ordinateurs qu'on a, ils font à peu près 2 puissance 70 opérations par seconde. Hein. Donc c'est pas du tout à portée. Hein. Donc on n'y arrive pas. Donc voilà, donc on ne sait pas. Donc c'est un mystère, combien vaut R5.5. R6.6, on sait que c'est entre 102 et 165, et là où c'est marrant surtout, c'est la date depuis quand on sait ça. On sait ça depuis 1965. En 1965, les ordinateurs, moyen. Hein. Autrement dit, l'arrivée de l'informatique n'a pas aidé du tout à améliorer le problème. Ni à le résoudre, ni même à améliorer les bornes. C'est tellement dur que même l'ordinateur, là, il jette l'éponge. Alors peut-être qu'on aura des ordinateurs quantiques, tout ça, je ne sais pas, mais là, l'informatique, le cerveau humain est encore bien plus balèze, ouais, parce qu'on les a trouvés à la main, ces deux-là. Il y a trop de combinaisons, l'ordinateur il ne peut pas. Ok. Alors R77, pendant qu'on y est, vous voyez, il y a des bornes comme ça, hein, bon, c'est marrant. Et alors il y a un mathématicien Erdos, là je vais vous traduire, hein, parce que tout le monde ne parle pas peut-être super bien anglais, qui est un mathématicien que tout le monde connaît chez les matheux. Dans la vraie vie, il n'est pas très connu, mais chez les matheux, il est extrêmement célèbre, qui a dit un jour, imaginez qu'il y ait des forces aliens qui viennent, bien plus fortes que la Terre, qui viennent et qui menacent d'anéantir la Terre si on ne leur donne pas la valeur de R5.5. Alors il faudrait prendre tous les scientifiques de la Terre, tous les ordinateurs et chercher comme des malades, et peut-être qu'on pourrait y arriver. Mais si à la place on demande R6.6, alors il faut qu'on prenne tous les chercheurs de la Terre pour trouver un moyen de détruire les aliens. Parce que c'est pas possible juste de trouver R6.6 selon lui, vous voyez. Tellement il pense que c'est dur, quoi. Bref, donc voilà, c'est une petite anecdote pour vous dire que c'est un problème... Honnêtement, je sais pas trop... Je crois que c'est après la seule chose qui fait son intérêt à ce problème, c'est d'être si dur. Vous voyez, c'est pour ça que les matheux, ça les énerve. Que très rapidement, que ce soit un énoncé aussi simple, que ça devienne complètement délire, qu'on n'arrive pas à le résoudre, c'est pour ça que c'est connu, que les gens, ils en discutent, quoi. Le nombre de Ramsey, vous pensez à n'importe qui fait la combinatoire dans le monde, il connaît, quoi. Vous voyez? Parce qu'en vrai, je sais pas si ça a des applications concrètes à quoi que ce soit, quoi. Mais le fait que ça devienne si rapidement si dur, ça fait qu'il y a plein de gens qui s'y attaquent, parce que voilà, quoi. Bref, les matheux aiment bien ce genre de truc. Alors maintenant, on va passer à un autre problème qui ressemble beaucoup, c'est pour ça que je voulais vous introduire le problème de Ramsey. C'est quasiment le même problème, sauf qu'on prend des graphes un petit peu particuliers. On va prendre des graphes maintenant complets, toujours, je relis tout dans tous les sens, mais les points de départ sont sur un cube. Alors un cube, dans le plan, c'est un carré. Dans l'espace, vous avez l'habitude, c'est un vrai cube. Mais le problème, c'est qu'on va continuer à faire des cubes dans des dimensions supérieures. Alors comment on fait pour faire un cube dans une dimension d'après? C'est facile, on recopie deux fois le cube d'avant. Vous voyez, ma face du début, ma face de la fin. Et on relie les points ensemble. Donc on prend deux cubes, on le double et hop, ce point-là, les deux sommets qui se correspondent, on les relie. On ne relie pas tous les sommets avec tous les sommets d'abord, hein. On relie les sommets qui se correspondent. Après, comme je veux le graphe complet, je relie de toutes les façons possibles, mais pour faire un cube, vous voyez, si vous dessinez un cube de dimension 4, c'est pas dur. Prenez le cube de dimension 3, vous en mettez un deuxième pareil, et vous reliez tous les sommets qui se correspondent. Voilà. Là, vous avez une représentation, dure à comprendre, d'un cube en dimension 4. D'habitude, on le représente plutôt comme ça. Mais c'est la même chose. Ok? Et ainsi de suite, dimension 5, 6, 7, à chaque fois. Alors là, je ne l'ai pas fait, vous imaginez bien le bordel que ça fait sur le tableau. Mais vous prenez deux fois celui-là et vous reliez les sommets qui se correspondent, on n'y voit plus rien, hein, donc je ne l'ai pas dessiné, mais on peut continuer à faire ça. Ok? Et donc voilà, et après on garde les graphes complets qu'il y a sur ce truc-là, donc les points ils sont sur les sommets de mon hyper cube, là, en dimension machin. Ok? Et donc la question c'est, une fois que je colorie mes graphes de mon cube, mon graphe complet comme ça, est-ce que je suis forcé de voir apparaître cette chose-là dans mon graphe? Alors si vous avez suivi les nombres de Ramsey, bah oui. Dès qu'il y a plus que 18 points dans ton graphe complet, ça arrive. On l'a démontré avant. Alors sauf que non, parce que là il y a une hypothèse supplémentaire, je veux que ces quatre-là ils soient sur la même face, dans un même plan. Vous voyez? Alors c'est dur à visualiser quand on est en dimension 27, hein, bon, faites confiance. Il y a une condition en plus, on veut un truc monochrome, mais avec 4 points dans un même plan. Dans un même sous-espace de dimension 2. Est-ce que c'est obligé que ça arrive ou pas? À partir de quand est-ce qu'on sait que forcément on va être obligé d'avoir un truc de la même couleur comme ça ou pas? Vous voyez, c'est comme R4-4, mais pour des cubes, et on veut qu'en plus ce soit plan. Ok? Et donc voilà les résultats qu'on a. Donc Graham et Rothschild ont démontré en 1971, Graham, ça vous rappelle quelque chose? Graham et Rothschild ont démontré que c'était plus grand que 6. Parce que jusqu'à la dimension 6, ils ont trouvé des coloriages où ça n'arrivait pas. En 2003, quelqu'un a montré que jusqu'à la dimension 11, enfin jusqu'à la dimension 10, ça n'arrivait pas, donc la dimension était plus grande ou égale à 11. Ok? Oui? Il a trouvé un contre-exemple, un hypercube de dimension 10 qui n'avait pas les trucs de... Voilà. Ça suffit, si tu as 10, ça te fait un contre-exemple pour 8, pour 9, pour 7, tu vois, c'est magique ça.
Si tu trouves en dimension 10 un contre-exemple, bah, tu vois, t'en enlèves un bout, hop, en dimension 9, ça te fait un contre-exemple aussi. Quoi. Donc, hop. En 2008, voyons, on se rapproche de nous. Des fois, il y a des mecs qui cherchent. Hein. Sur Terre, vous vous rendez compte, il y a des mecs qui sont payés pour des problèmes mathématiques, vous vous rendez compte de ça? Voilà, il y a des mecs qui sont payés pour leur vie pour chercher ça, quoi. C'est pas du bonheur d'être mathématicien. Je dis s'il y en a qui avaient des idées folles de faire autre chose comme métier, quoi. Bref. Et Monsieur Graham a dit en 1971 qu'il y a une dimension pour laquelle on était sûr que ça arrivait, et donc la dimension où on est sûr qu'il y a des phases de la même couleur, c'est G. Donc à mon avis, il y allait un peu à la bourrin dans la preuve. Le N64, ce n'est pour pas s'embêter. Il a pris une dimension tellement grande qu'il a dit « Ah ouais, là c'est sûr que ça existe ». Mais donc c'est un enseignement. Au bout d'un moment, ça arrive qu'il y ait forcément des faces toutes de la même couleur. Ouais, il a montré qu'avec cette dimension-là, il y a forcément des faces monochromes. Mais tu vois bien que, sérieusement, dire ça ou rien, t'as vu la taille du truc? Ouais. Non, mais ça c'est comme une preuve. Au bout d'un moment, ça arrive. On n'était pas sûr. Le théorème de Ramsey, on ne l'avait pas. Donc, ce théorème a un intérêt en soi en disant, au bout d'un moment, c'est sûr que ça arrive. Quand, en fait, on ne sait pas du tout. Parce que dire ça ou dire rien, on est d'accord que c'est un nombre qui est tellement grand. Ça, c'est une dimension en plus. Hein. Donc, le nombre de points, c'est bien plus, vous voyez. Enfin, c'est 2 puissance G. Bref. Et alors là où c'est marrant, moi je trouve ça super marrant, c'est qu'en 2014, il y a des gens qui se sont amusés à chercher une meilleure borne que ça et qui ont trouvé miracle. Il suffit que la dimension soit plus petite que 2, 3 flèches 6. Mais what the fuck? Je veux dire, là pour le coup, c'est délirant parce que c'est un mec, c'est tellement mieux comme résultat que celui d'avant. C'est tellement, tellement, tellement plus petit que le nombre d'avant. Mais encore tellement, tellement gros pour pouvoir dire quoi que ce soit. On ne peut pas écrire le nombre de chiffres de ce nombre, on ne peut pas concevoir le nombre de chiffres du nombre. Donc dire, ok, donc ça sert à savoir qu'il y a une dimension auquel ça arrive, mais ça apporte strictement rien par rapport à avant. C'est que c'est à la fois hyper mieux, et puis juste pareil, quoi. Donc c'est ça qui est marrant, c'est que les mecs se sont creusés la tête pour trouver une borne, mais tellement plus petite, mais encore tellement grande qu'on en a rien à secouer, quoi. Ça porte aucun intérêt mathématiquement de savoir ça. Ok, il y a une dimension où ça arrive, bah ouais, on le savait déjà. Et voilà, mais moi ça me j'aime bien. Là, pour le coup, quand on dit les maths, ça sert à rien, là, voilà, un super beau théorème où on se demande à quoi ça sert, mais les mecs ont peut-être passé des mois à trouver ça, quoi. Moi, ça m'éclate. Enfin, bref. Et voilà, c'est sur cette remarque que je vous laisse. Et j'attends les questions, si vous en avez. Donc voilà, est-ce que quelqu'un a des questions? Pas tous à la fois, je n'entends pas les questions. Non, c'est bon? Si? Ah, vas-y. Oui. En fait, dans son article 71, il avait mis 6 et G. Tu vois, il avait encadré les dimensions, avec un petit écart entre les deux, mais... Oui, c'est pour ça que ce nombre est connu, tu sais, comme le plus grand nombre qui est servi dans une démonstration mathématique. C'est pour ça qu'il est connu dans Wikipédia et tout ça. Voilà, il y a des gens qui disent le plus grand nombre qui est servi pour démontrer un théorème accessible. En plus, il est relativement accessible, si on en chie un petit peu à expliquer. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris ça. Mais ça, je sais pas, j'ai pas essayé de la lire. Mais il y a des gens qui l'ont lu, donc oui. Mais là, comme c'était beaucoup vraiment hors de portée, je me suis dit, bon, voilà, mais hop, oui. Chut, s'il vous plaît. Ouais. Ouais. J'ai pas lu l'article non plus. Je suis pas spécialiste en combinatoire et je crois que c'est dur. Hein. En plus, c'est des maths compliqués en plus. Ah non, non, je pense que 2, 3 flèches n'ont pas sorti au hasard. Hein. Non, je pense qu'ils ont des arguments théoriques pour trouver 2, 3 flèches qui n'ont pas sorti comme ça. Hein. Ah ben, j'imagine dans le raisonnement. Écoute, si tu veux essayer de lire l'article, non, je pense que. Ils ont essayé de trouver la meilleure borne qu'ils ont pu, à mon avis, là. Toi, quand tu essaies d'améliorer une borne, tu prends la plus petite possible. Mais... Donc voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup. Vous attendez, vous ne bougez pas. On attend les indices pour le jeu de piste, d'accord? Qui ne devrait pas tarder. J'ai fini 5 minutes avant. Donc, en attendant, si vous voulez, je vous fais de la pub pour ma chaîne YouTube.
Voilà, celle-là, les jeunes, la plupart, c'est pas pour vous, hein, c'est pour les adultes, mais celle-là, astuce de calcul rapide pour pâter les copains, c'est après la seule que vous pouvez regarder, donc amusez-vous. Voilà, si vous la regardez tous, on va dépasser les 10 000 vues sur la vidéo, donc c'est parfait. Bref, donc voilà. Allez, donc vous restez là, hop, je vais attendre de voir s'ils arrivent. Merci beaucoup, c'est gentil.